On reprend sur la partie 2. Alors, nous allons à présent aborder les différents contrôles liés aux données Aramis. Donc, les contrôles liés au fichier 11. Donc, lorsque vous importez votre fichier 11 dans Aramis, vous allez avoir un rapport d'erreur, un rapport d'import, pardon, qui s'affiche, indiquant pour chaque métier le nombre total d'actes et de minutes suivies au séjour, et pour chaque plateau, le nombre de minutes que vous avez suivies dans votre fichier 11. Ce rapport, il va vous permettre de renseigner votre onglet UO d'Arcane pour chaque plateau et chaque métier. Là, on peut voir dans notre exemple que 82 339 minutes ont été suivies au séjour dans le fichier 11 pour le métier médecin. Donc, ces minutes ont bien été reportées ici sur la section médecin dans l'onglet UO d'Arcane. Pareil pour les plateaux, pour les autres métiers. À noter que l'export de ces données depuis Aramis pour import dans l'onglet UO d'Arcane est également disponible, possible. Les TDC 8.3 et 7.3, donc le 8.3 pour les métiers, le 7.3 pour les plateaux, permettent de vérifier justement cette bonne concordance, ce bon remplissage de l'onglet UO d'Arcane par rapport à votre suivi au séjour dans le fichier 11 et de mesurer l'impact d'éventuels écarts sur la valorisation des actes si le remplissage n'était pas correct. On peut voir par exemple pour les deux premiers métiers, le médecin et l'infirmier, que les minutes ont été correctement renseignées en onglet UO par rapport à Aramis, donc la valorisation est correcte. À l'inverse, pour les deux métiers suivants, pour le métier kiné par exemple, on peut voir que les minutes renseignées en onglet UO sont supérieures à celles du fichier 11. Donc là, les actes vont être dans ce cas-là sous-valorisés et 93 000 € environ vont être sortis des coûts de l'étude. Pour l'orthophoniste, c'est le cas inverse. Les minutes renseignées sont supérieures aux minutes du fichier 11. Donc là, les actes vont être survalorisés et 167 000 € vont être répartis en plus sur les séjours concernés. Focus sur la section SP et SSR typée interne et plus spécifiquement l'atelier d'appareillage et de confection. Donc, comme pour les métiers plateau, l'export des données depuis Aramis pour import dans l'onglet UO d'Arcane est également disponible. Donc, pour notre exemple ici, attention car les minutes du fichier 11 et du fichier 13 doivent bien être additionnées et renseignées en onglet UO. Donc, si vous êtes concerné par ces deux types de fichiers, vous devez bien les additionner pour les déclarer sur votre section SP, atelier d'appareillage et de confection interne. On a le TDC 9.2 qui permet justement de voir cette bonne concordance des minutes entre Arcane et Aramis. Là, on peut voir ici que l'établissement a fait un fichier 11 et un fichier 13 pour un total cumulé de 289 389 minutes qu'il a bien indiqué dans Arcane, donc ça correspond bien à ces fichiers 11 et 13. Donc là, on n'a pas d'écart et pas d'impact sur la valorisation. Donc, focus sur une SA PSSR typée externe cette fois-ci, sur le parc de matériel roulant. Donc là, les charges de location ponctuelle de matériel roulant doivent être renseignées en onglet UO et suivies au séjour en fichier 2 Aramis. Pour vérifier le correct remplissage de l'onglet UO et le correct suivi au séjour de ces locations ponctuelles, on a le TDC 9.9. Donc là-dedans, on va pouvoir voir la concordance entre les UO déclarés en onglet UO et les charges, l'affectation des charges en onglet 3SA. Donc on peut voir ici qu'on n'a pas d'écart entre les deux. Le tableau va également permettre de vérifier le taux de suivi au séjour des locations dans le fichier 2. Donc là, ici, on peut voir qu'on est à 100%, donc tout va bien. Ensuite, au niveau du fichier 11, on a toute une série de tableaux qui permettent de vérifier le bon remplissage du fichier par rapport au MSI. Donc, c'est les tableaux de 2.6 à 2.10. Donc, les tableaux 2.6, 1, 2.6, 2 qui permettent de vérifier les taux de conformité. Ces taux doivent être compris entre 75 et 100%. Donc, ça, c'est un critère charte qualité. Un taux de conformité faible peut être expliqué par plusieurs choses. Donc, soit un code intervenant non concordant, un code accès non concordant, un acte saisi sur un RHA différent dans le fichier 11 par rapport au PMSI, ou alors une exhaustivité faible en nombre d'actes en fichier 11 par rapport au PMSI. Et donc là, si c'est le cas, vous allez avoir les TDC 2.8 qui vous permettront de cibler les intervenants concernés.
Donc, dans notre exemple ici, on peut voir qu'en TDC 261, on a un taux de conformité de 92% et qu'on a donc 1402 RHA qui présentent un écart sur le code intervenant et ou sur la date de l'acte déclaré en fichier 11. Sur le deuxième tableau, le 262, on a un taux de conformité cette fois de 88%, soit 2141 RHA présentant un écart sur le nombre d'actes et sur le code intervenant et ou sur la date de l'acte déclaré en fichier 11. Les TDC donc 281 à 284 détaillent par intervenant RR et par acte les écarts entre PMSI et fichier 11. Donc on attend une exhaustivité proche de 100% par type d'acte et par intervenant. Le fichier 11, donc en cas de problème d'exhaustivité, le fichier 11 doit être corrigé pour atteindre les critères définis par la charte qualité. Donc focus sur le TDC 281, donc qui fait la synthèse de l'exhaustivité des actes RR par type d'acte. Donc dans un premier temps les actes César, ensuite les actes CCM et enfin les actes pluripro. Là on peut voir dans notre exemple qu'on a 2907 actes César hors pluripro manquant dans le fichier 11. Donc là, pour voir d'où viennent les problèmes d'exhaustivité, on va pouvoir faire un focus sur le TDC 282. On a également un accès CAM de RR en trop dans le fichier 11 et 3077 actes pluripro manquants. Donc là, on va pouvoir se référer au TDC 284 et 283 pour voir d'où viennent les anomalies, sur quels actes et sur quel métier. Donc focus sur le TDC 283 sur l'exhaustivité des actes pluripro. Donc là, pour rappel, au niveau du PMSI, un intervenant va coder l'acte pluripro et déclarer le nombre d'intervenants présents. Par contre, dans le fichier 11, il faudra déclarer une ligne par intervenant de manière à ce que le séjour puisse bien récupérer des coûts de chaque personne ayant réalisé l'acte, ayant concouru à la réalisation de l'acte. Donc là, dans notre exemple, on peut voir pour l'acte ZDC 221, synthèse interdisciplinaire, on a un taux d'exhaustivité de 25%. Donc on peut aussi supposer que 4 professionnels étaient présents pendant l'acte, mais que seulement un seul a été déclaré en fichier 11. Donc là, il faudra compléter le fichier 11 en identifiant les personnes qui n'ont pas été déclarées. Focus sur les actes pluriprofessionnels hors liste fermée. Donc tous ces actes ne font pas partie de la liste fermée des actes pluriprofessionnels du César parce qu'ils ne sont pas par nature réalisés par plusieurs intervenants. Pour diverses raisons, l'établissement peut les réaliser à plusieurs intervenants, plusieurs professionnels de même métier, comme de métiers différents. Donc au PMSI, de la même manière que les pluripro listes fermées, seul un seul intervenant code l'acte, mais il peut déclarer le nombre d'intervenants l'ayant réalisé. Pour l'ENC, donc sous ces intervenants, qu'on appelle donc co-intervenants, peuvent être déclarés, ce traitement reste facultatif, en plus de l'acte principal. Donc on aura une ligne par co-intervenant dans le fichier 11 si le recueil a été fait et que les établissements les déclarent. L'objectif, ça va être d'améliorer la correcte ventilation des coûts des métiers sur les séjours par une description plus exhaustive des activités. Donc là, on a toute une série TDC, les 285 et 286 partie 1 et 2, qui nous permettent de voir la correcte déclaration des intervenants avec P et C dans le fichier 11. Le TDC 285, donc le poids des actes pluri-intervenants. Donc ce tableau indique le nombre d'actes hors liste pluripro réalisés en pluri-intervenant. Donc si vous réalisez le recueil des actes des co-intervenants de l'ONC, facultatif, et si ce recueil est exhaustif, on va attendre pour un acte donné. Donc si le nombre d'intervenants a bien été déclaré supérieur à 1 au PMSI, alors on attend dans l'ONC le même acte avec une mention P, intervenant principal. Là, dans notre exemple, on va attendre donc 29 lignes d'actes avec typage P, car dans le PMSI, on a eu 29 actes avec un nombre d'intervenants supérieur à 1. Là, ensuite, dans le TDC 286 partie 1, on pourra vérifier cette concordance. Même principe pour les co-intervenants. Étant donné qu'on a eu 29 actes avec un nombre d'intervenants supérieur à 1, on attendra au moins 29 lignes avec le typage C, sachant qu'on peut avoir évidemment plus d'un co-intervenant sur un acte. On rappelle que le nombre d'intervenants présents à l'acte doit également être renseigné dans le champ 12 du fichier 11. Donc le TDC 286 partie 1, on focus sur les intervenants principaux. Là, on peut voir dans notre exemple qu'on a un taux de concordance de 87%, donc ça veut dire qu'on a
58 075 actes qui sont concordants par rapport aux 66 706 actes intervenants principal déclarés dans l'ONC. Donc, ce qu'on appelle concordance, ça veut dire que pour un acte de l'ONC avec la mention P, il y a dans le PMSI le même acte avec le même nombre d'intervenants renseignés. Donc, en fait, ici, on peut en conclure qu'on a 8 631 actes déclarés à tort avec P dans l'ONC, alors que le nombre d'intervenants n'est pas indiqué au PMSI. Il ne s'agit donc pas d'actes pluri-intervenants. Donc là, l'établissement devra identifier ces actes-là et supprimer le P sur ces 8 631 lignes. La partie 2, donc cette fois, c'est focus sur les co-intervenants. Dans notre exemple, on peut voir qu'on a un taux de concordance de 100%. On a donc 511 actes de co-intervenants déclarés dans le fichier 11 qui sont concordants avec le PMSI. Donc là, ce qu'on appelle la concordance, ça va être si le nombre d'intervenants mentionnés au PMSI est supérieur à 1, alors on attend dans l'ENC, si l'établissement a bien un recueil des co-intervenants, un intervenant principal P et un ou plusieurs co-intervenants C, avec au plus intervenant principal plus co-intervenant égale nombre d'intervenants indiqués au PMSI. Les TDC de 9, donc ces TDC ressortent les durées d'actes et RR par type d'acte et par intervenant. Donc là, on aura les durées minimum, les Q1, Q2, moyenne, Q3 et max. Donc là, c'est important d'analyser les durées, notamment celles qui peuvent être atypiques, donc c'est-à-dire les durées faibles inférieures à 5 minutes ou très élevées, avec une borne de 60 minutes pour les actes collectifs et non dédiés et de 180 minutes pour les dédiés et les pluripros. Ici, là, on peut voir qu'on a toute une série qu'on a pas mal d'actes qui ressortent en jaune sur les collectifs avec des durées de plus de 60 minutes. Donc, il faudra apporter l'explication. Et surtout, là, vu qu'on est sur les actes collectifs, vérifier le correct traitement de ces actes dans le fichier 11. Est-ce que la durée totale de l'acte a bien été divisée par le nombre de patients présents? Il faudra bien vérifier que le traitement est correct et apporter une correction si ce n'est pas le cas. Donc, les TDC 10, donc, qui permettent de contrôler la cohérence du code modulateur de lieu, technicité, extension documentaire et PMSI avec le code plateau RR déclaré en fichier 11. Là, les anomalies devront être corrigées dans le fichier 11 ou expliquées. Là, dans notre exemple, on peut voir qu'on a un acte avec extension A1 non localisé sur le plateau salle multisensorielle, alors que tous les autres, les 173 autres, ont bien été déclarés sur ce plateau-là. Donc là, il faudra apporter une explication ou une correction. On a également 31 actes codés avec l'extension A4 en piscine qui ont été localisés sur un plateau différent de la balnéo. Donc là, il faudra apporter une correction, etc., etc. De nouveau, un temps d'échange. Si vous avez des demandes sur la partie Aramis jusqu'ici ou même sur la partie Arcane tout à l'heure. Il n'y a pas de questions pour le moment qui soient posées. On vous laisse le temps de les rédiger si vous en avez. N'hésitez pas à poser des questions parce que c'est quand même des éléments relativement difficiles et on le voit bien par rapport à nos supervisions. Donc, c'est compliqué quand même, hein, tout ce qui est autour du fichier 11 là. On vous rappelle aussi de bien vérifier que vous avez dans votre fichier 11 la remontée de tous les modulateurs, y compris modulateur de technicité qui était une nouveauté l'année dernière et qu'apparemment certains éditeurs n'avaient pas forcément mis à jour dans les requêtes et donc certains établissements n'avaient pas cette information qui remontait correctement dans leur fichier 11. Donc vérifiez bien que vous avez toutes ces informations, elles sont précieuses pour vous pour faire un fichier 11 correct en termes de localisation des actes sur les plateaux. C'est vraiment un indicateur extrêmement important pour vous orienter et faire un bon recueil. Il n'y a pas de questions.
On va poursuivre du coup? Alors, dernier chapitre sur les contrôles de cohérence des données d'activité. Donc, on a toute une série de tableaux, donc les tableaux 3, qui permettent de vérifier les données du PMSI et du M12. Donc, c'est les objectifs de ces tableaux, ça va être de s'assurer de la qualité du PMSI et du respect de certaines règles de codage des actes RR. Donc, tout ça, ça va vous permettre aussi, donc, d'améliorer en fait la source des données d'activité de l'ENC. Ces tableaux sont essentiels pour estimer le risque sur la valorisation des actes, des séjours, pardon. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de faire de correction sur N, le M12 étant validé, mais plutôt d'apporter une vigilance, des alertes au DIM pour le PMSN+1, afin de corriger les éventuelles erreurs soulevées sur l'année N. Donc en cas d'erreur significative pouvant remettre en cause la qualité du PMSI, le superviseur pourra diligenter des contrôles complémentaires avec l'aide d'un expert DIM, avec accord ou à la demande de l'ATIH. Donc le DC 3.1, bilan du groupage. Donc là, on va ici s'assurer du correct groupage des séjours. Donc on peut avoir l'affichage de l'activité externe. On attend 100% de groupage correct hors activité externe. Ici, on peut voir qu'on a un nombre très important des rachats en erreur de groupage, CM90. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aura que les 29% d'actes, de rachats en erreur de groupage ne seront pas intégrés au traitement ONC. Ensuite, le TDC 3.2, fréquence des erreurs bloquantes et non bloquantes. Donc ici, on attend aucune erreur bloquante et non bloquante, ou à défaut, un faible taux d'erreur non bloquante, donc inférieur à 0,5%. Donc là, pareil, on n'a pas de correction à faire par l'établissement sur l'année N, mais une vigilance demandée au DIM pour le PMSI N+1. Le TDC 3.3, répartition des types de séjours et séquences observées dans la base PMSI. Donc ici, on va rechercher toutes les erreurs de type 3B et 4B. On peut voir, par rapport à l'exemple précédent, que les 3 RH en erreur bloquante relèvent de l'anomalie 3B. Donc ici, si vous avez rencontré ce type d'erreur, il faudra bien identifier les RH en anomalie via le logiciel du visuel ENC et vous rapprocher du DIM pour identifier la cause de l'anomalie et améliorer votre PMSI N+1. Le TDC 3.5, donc répartition des actes erreurs par intervenant au PMSI. Donc là, on a 3 tableaux. Donc la capture d'écran reprend le tableau global. On a un deuxième tableau focus sur HC et un troisième tableau focus sur HP. Donc là, on va s'assurer de la cohérence de la liste des métiers présents au PMSI, de leur poids en nombre d'actes erreurs et du rapprochement de leur poids, du poids de leur pondération par rapport au poids du nombre d'actes erreurs. Les TDC 3.6 fait un focus sur le nombre atypique de réalisation du ZZC 221. Donc, c'est bien une synthèse interdisciplinaire et non pas un staff hebdomadaire. Donc, on contrôle le correct codage de cet acte. Les staff hebdo ne devant pas être codés. On attend un nombre d'actes ZZC 221 par RHA inférieur ou égal à 1. Donc là, dans notre exemple, on peut voir qu'on a 5713 RHA qui ont un codage erroné du ZZC 221. Dans l'exemple, on voit également que 59,8% des séjours ont un codage en SSRH erroné du ZZC 221. Pardon Quentin, je vais juste apporter une précision. Donc il y a 2 tableaux de contrôle différents sur le ZZC plus 221 dans les tableaux valides. Donc ce tableau-là, c'est celui qui dit que sur un même arrachat, on ne doit pas trouver plusieurs fois le ZZC plus 221. C'est-à-dire que si jamais, comme dans le tableau ici, il est noté qu'il y en a plusieurs RHA qui sont concernés par plusieurs actes ZZC plus 221, ça veut dire que ce n'est pas que l'intervenant principal qui a codé en indiquant le nombre d'intervenants qui ont concouru à l'acte et qu'il y a une erreur dans le codage réalisé, parce que plusieurs intervenants ont codé le même acte qui a été réalisé. Et d'autre part, dans les erreurs PMSI, en erreur non bloquante, il y a aussi la mention du ZZC plus 221, et elle apparaît en tout cas pour les données 2022-2023, donc 2023 qui nous intéresse là,
quand le codage du ZZC 221 ne respecte pas le délai de 3 RHA sans codage entre 2 codages ZZC plus 221. Donc il y a 2 contrôles. Il y a le contrôle du fait que la synthèse interdisciplinaire est bien réalisée en laissant un délai de réalisation des décisions qui ont été prises pendant cette orientation de réadaptation. Et on refait le bilan qu'au bout d'un certain temps, puisqu'on laisse quand même le temps de voir si le protocole qui avait été retenu est correct. Et il y a le deuxième contrôle qui est celui qu'on voit là, qui est que on ne code qu'une seule fois par l'intervenant principal uniquement, avec le nombre d'intervenants, et comme tous les actes de pluripro doivent respecter cette règle-là. Voilà, donc c'est 2 contrôles différents. Ok, merci, merci pour les Merci. précisions. Le TDC 3, c'est donc les types d'intervenants atypiques pour un acte César. Donc ce TDC apparaît lorsqu'il existe une association atypique entre un intervenant et un ou des actes RR codés. Donc le nombre de RHA concernés par ce codage atypique permet d'estimer s'il y a un risque ou non sur la qualité des données du PMSI. Donc si l'établissement devra s'assurer que les codages non attendus sont bien conformes aux règles du César. Si ce n'est pas le cas, il faudra se rapprocher de l'intervenant et revoir avec lui les consignes de codage sur les actes en anomalie. Les TDC4, donc sur les séquences atypiques, donc permettent plusieurs choses. Donc de contrôler le parcours des RHA sur les SA par SAC, de s'assurer de la distribution du recueil des charges suivies au séjour déclarées en fichiers 2, 3 et 4, donc le suivi au séjour en montant en euros, et s'assurer de la distribution du recueil des eaux en minutes déclarées en fichier 11 sur les RHA et les séjours. Ces tableaux sont essentiels pour s'assurer d'une correcte valorisation des séjours. La source des données est la base de coûts, donnée Arcana Aramis. Et enfin, une liste des RHA atypiques est présente dans le logiciel visuel ENC pour vous permettre de cibler les RHA concernés par les atypies. Logiciel donc disponible dans l'espace de téléchargement de la TDH. Le TDC 4.1, pourcentage de RHA sans dépenses par type de section et par SAC. Donc ici, vous allez pouvoir voir le parcours de vos RHA sur les différentes SAC. À noter que si on est à 0%, donc ça veut dire que tous les RHA ont des dépenses de quelque chose. Si on est à 100%, aucun RHA ont des dépenses 2. S'il n'y a pas de pourcentage indiqué, alors la section n'existe pas dans l'établissement. Là, si on prend cet exemple, on voit qu'on n'a aucune donnée qui apparaît dans la section, dans la colonne SASP atelier de confection. Donc, c'est-à-dire que le découpage analytique ne comprend pas cette section-là. On a aussi, on peut voir également qu'une majorité de RHA des SAC ne passe pas par les sections médico-techniques. Donc là, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas de dépenses de SAMT sur ces RHA, etc., etc. Donc toujours sur le même tableau, le RHA est rattaché à la SAC qui a pris en charge le patient concerné via le fichier 1 de lien UMSA. Donc ce lien permet d'affecter les coûts unitaires des SAC sur les RHA concernés. On attend donc que les RHA aient des dépenses cliniques, donc des dépenses de SAC et des dépenses de charges médicales. Là, on peut voir dans notre exemple que 0% des RHA sont sans dépenses de. Donc ça veut dire que tous les RHA ont bien des coûts cliniques, dont charges médicales. Donc c'est cohérent. Si le RHA consomme des axes SAM, donc des ICR relatifs à chaque SAMT, sont déclarés dans le fichier 10 Aramis. Ces ICR permettent d'affecter les coûts unitaires des sections médico-techniques sur les RHA. On attend donc des dépenses de SAMT en fichier 10. Là, on peut voir qu'on a, par exemple, 95,5% des RHA de la SAC locaux AJ qui ont des dépenses qui sont sans dépenses de, pardon. Donc, ça veut dire qu'à l'inverse, 4,5% des RHA de cette SAC ont bien des dépenses de SAMT. Le RHA consomme des moyens de RR déclarés dans le fichier 11 Aramis, donc soit des minutes de plateau et de métier. Ces minutes permettent d'affecter les coûts unitaires des SAMT plateau et métier sur le RHA. On attend donc que les RHA et les dépenses issues de ces SAMT métiers et plateau. Donc si on a 0% des RHA sans dépenses de métier, c'est cohérent. Par contre, si on a X% de RHA sans dépenses de métier, alors ça doit être expliqué.
Là, dans notre exemple, on voit qu'on a 4% de RHA 100 minutes de RR, ce qui est atypique pour un établissement SSR. Donc, il faudra analyser les RHA en anomalie et puis apporter une explication éventuellement. Le TDC4-2 dépend sur un seul RHA d'un même séjour terminé. Donc là, l'objectif, ça va être d'identifier les séjours atypiques en termes de suivi au séjour, donc sur les séjours terminés en N. Le TDC prend sa source dans les fichiers suivis en euros, donc les fichiers 2, 3 et 4. Il identifie pour les séjours HC et HP les séjours sans charge suivis au séjour et les séjours multi-RHA qui auraient des charges suivies, mais sur uniquement un seul RHA. Donc là, c'est important d'analyser les atypiques qui pourraient ressortir ici, qui peuvent être expliqués par des spécificités de prise en charge, par des atypies de recueil, des erreurs de date, etc. Là, dans notre exemple, on peut voir qu'en HC, on a 7 séjours multi-RHA avec des charges médicales sur un seul RHA et 842 séjours sans charge médicale suivie au séjour, ce qui peut potentiellement atypique sur de l'HC. Donc là, il faudra faire une analyse derrière ça. Les TDC 4.3, donc c'est le même principe, mais pour les minutes, donc déclaré en fichier 11. Donc là, dans ce tableau, on va avoir les séjours qui n'ont pas de minutes de RR. On va voir les séjours multi-RHA qui auraient des minutes de RR, mais sur un seul RHA. Donc là, même principe, hein, on peut voir ici qu'on a en HC 14 séjours multi-RHA avec des minutes sur un seul RHA, 2 séjours sans minutes RR. Donc il faudra ici analyser ces anomalies. Peut-être que ça peut être expliqué par des spécificités de prise en charge, des dates d'actes erronées, etc., etc. Et enfin, le TDC 4.4, les nombres de journées avec plus de 8 heures de rééducation. Donc là, toujours pareil, ce tableau prend sa source dans le fichier 11, donc comme le TDC 4.3. Il identifie pour les séjours HC et HP le taux de journée concerné par une durée totale des actes élevée, donc supérieure à 8 heures, qui peuvent être expliquées par des anomalies de minutage ou de saisie de la durée des actes César ou des atypiques de durée élevée potentiellement expliquées. Donc on a le taux et on a également le nombre de journées concernées. Le détail de toutes ces atypies sont présentes dans Visual ENC. Là, on peut voir par exemple qu'en HC, on a 127 journées, soit 1,3% des journées d'HC qui ont plus de 8 heures de RR avec une durée max de 32,9 heures. Donc là, il va falloir analyser à quels actes RR les durées max correspondent pour valider ou non leur cohérence, ou éventuellement corriger le fichier 11 si les durées indiquées sont erronées. Voilà du coup qui va terminer notre présentation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce qu'on vient de voir ou ce qui a été dit précédemment? Il n'y a pas de questions dans le QR pour le moment. N'hésitez pas à les poser. Toutefois, je me permets de remercier les personnes qui ont présenté, donc Marie Molina et Quentin Germain du cabinet EXCO, pour cette présentation très complète. Et vous remercier de votre présence parce qu'effectivement, notre horaire est un petit peu dépassé, donc on va peut-être avoir des personnes qui vont se déconnecter. Donc merci beaucoup de votre participation. Et n'hésitez pas à poser des questions, nous restons connectés pour y répondre. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Moi, je veux juste, du coup, meubler ce temps, le temps que vous posiez vos questions, pour vous rappeler donc le webinaire numéro 2 le 7 juin de 9h30 à 11h30. Donc là, il sera question de la suite des tableaux de contrôle et puis de l'analyse des coûts. Ça va être un webinaire intéressant, alors d'autant qu'on suite au petit mail qu'on vous avait tous fait passer sur vos demandes que vous pouvez avoir particulières, qu'on explique quelque chose. On a eu la plupart des retours sur justement l'analyse, alors notamment l'analyse des atypies et encore plus de faire un focus sur ce qui est attendu dans l'analyse des atypies pour les
les onglets du RS. Donc, du coup, pour les explications et commentaires que vous devez formuler sur vos atypies de coûts pour le rapport de supervision. Donc, on va évidemment aborder ce thème-là en webinaire 2. Et si vous avez de nouveaux points qui vous viennent à l'esprit entre-temps, n'hésitez pas à nous les faire remonter par mail, hein. On les intégrera si ça correspond bien à l'ordre du jour du webinaire 2 sur l'analyse des résultats de coûts. On les intégrera et sinon on les mettra dans le webinaire 3. On n'a pas de nouvelles questions. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous une belle journée, une belle campagne. À bientôt à tous. À Bonne bientôt. journée, merci. Bonne journée et puis à bientôt.